Nous basculons ce soir en édition spéciale après cet accident absolument dramatique ce soir du côté de Lisbonne au Portugal. On apprend à l'instant que le déraillement d'un funiculaire à Lisbonne donc a fait, dernier bilan, au moins 15 morts. Au moins 15 morts. Vous voyez ces images tournées tout à l'heure par des passants. Après donc le déraillement de ce funiculaire, Lisa Adef m'a rejoint. Le docteur Gage également, notre consultant santé qui se trouve être urgentiste. Merci d'être là, docteur. Je le disais, Lisa, au moins 15 morts, c'est le tout dernier bilan. Oui, et parmi les nombreuses images qui commencent à nous parvenir, notamment des agences de presse, mais également des réseaux sociaux que vous voyez là, on peut voir le funiculaire arrêté, des dizaines, presque des centaines de personnes autour qui observent. On peut voir également cette épaisse fumée noire. On peut distinguer la tôle fracassée au fond à droite. Vous le voyez, voilà, vous avez le zoom fracassé contre le bâtiment d'en face avec ces décombres qui sont plutôt faciles à distinguer. On comprend que le funiculaire est tombé sur le flanc et selon les premières informations locales, tout part d'un câble qui se serait détaché et c'est ce qui aurait provoqué la perte de contrôle du funiculaire. Rien de visible au niveau du câble sur les images à ce stade. Et vous voyez là les décombres à nouveau. On voit aussi qu'il n'y avait en tout cas au moment où ces images ont été prises, aucun périmètre de sécurité autour du funiculaire. Et l'important dispositif de secours qui a été monté par les pompiers et les services d'urgence, toujours selon la presse locale, est encore l'important dispositif en place. Vous voyez ici des dizaines de pompiers qui s'attelle à essayer de retrouver et de sauver les personnes ensevelies sous la tôle. Aurel Gage, je viens à vous dans un instant pour nous expliquer précisément comment vous, médecin urgentiste, vous intervenez sur ce genre de catastrophe, alors que l'on voit sur ces images, effectivement, les pompiers au fond de l'image emmener une victime blessée ou décédée malheureusement. Je vous rappelle le bilan pour l'instant, il est d'au moins 15 morts, dernier bilan donné. Et là, ce sont des images en direct. Je voulais d'abord qu'on écoute le maire de Lisbonne, puisque ses propos viennent de nous parvenir. Écoutez-le. C'est un jour tragique pour notre ville, un jour très dur pour nous tous. En ce moment, toutes les équipes de la mairie, du SAMU, de la protection civile, tous les pompiers, nous sommes tous sur le terrain pour tenter de secourir les victimes de cet accident tragique. Tragique pour la ville de Lisbonne. Je suis en contact avec le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement car c'est un moment tragique pour la ville. Un moment très difficile. Nous devons maintenant être présents pour agir et être sur le terrain. Je peux confirmer qu'il y a des victimes décédées et je tiens à exprimer ici mes condoléances. Évidemment, pour le moment, nous ne pouvons pas confirmer le nombre, ce sera fait en temps voulu, mais je peux vous dire que Lisbonne est en deuil et que c'est un moment tragique pour notre ville. Notre régiment de sapeurs-pompiers a reçu l'alerte à 18h08. Ils étaient sur place à 18h11. Malheureusement, c'est gravissime. Malheureusement, ce qui s'est passé ici est un accident qui n'aurait jamais dû arriver. Le maire de Lisbonne, donc les premiers propos du maire de Lisbonne qui parle ce soir d'une tragédie après cet accident de funiculaire qui a déraillé donc dans le centre de Lisbonne, au moins 15 morts. Comment est-ce qu'on explique, Aurel Gage, un bilan aussi lourd très rapidement ? Eh ben, malheureusement, il faut bien comprendre les différents paramètres qu'on peut analyser ici. La première chose, ça va être la nature du véhicule. Ici, c'est un funiculaire qu'on a déjà dit historique. Donc, alors, c'est malheureux, mais la nature même du véhicule fait que il n'est pas forcément fait pour supporter des chocs. Ensuite, il y a le type de choc. Ici, on est un choc latéral. On l'a bien décrit, le fait qu'il est tombé sur le côté, qu'il est tombé sur un bâtiment avec son propre poids. Et on a vu la nature même de la tôle, qui est une tôle qui est lourde, qui en plus, il y a des risques que ce soit des risques de compression, des risques d'hémorragie avec des coupures, des risques malheureusement, tous les risques qui peuvent être liés. Et aussi, on peut avoir des risques de brûlure. Tout ça explique le fait que malheureusement, ces structures historiques certes mais inadaptées peuvent avoir des conséquences dramatiques et on voit le bilan qui évolue malheureusement défavorablement. Ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que on avait à peu près 10% déjà dès le début initialement, au moins 10% de morts, parce qu'on sait que sur ce genre de funiculaire on est à 40 personnes, on était à 3 morts, là très rapidement on est passé à 15 morts. Comme je l'avais déjà dit, on a un continuum, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que lorsque vous avez des patients qui sont décédés, ça veut dire qu'il y a des patients en urgence absolue, que vous avez des patients en urgence un peu plus relative et des personnes épargnées. Là, malheureusement, la vitesse fait qu'on sait déjà que là, il y a probablement, pendant qu'on parle, des gens qui sont
dans les blocs opératoires, en train d'être opérés, en train d'essayer d'arrêter certains saignements qui sont probablement à risque. Et je rappelle ce que vous nous disiez tout à l'heure. On a démarré tout à l'heure aux alentours de 21h avec un bilan de 3 morts et vous nous disiez d'expérience, si dès les premiers instants on a 3 morts, ça veut dire que le bilan derrière risque d'être particulièrement lourd. Quand on est urgentiste comme vous, comment est-ce qu'on intervient? On a la scène telle qu'elle s'est déroulée tout à l'heure sur l'image de droite avec des passants évidemment en panique et des personnes qui sont évacués. Le maire de Lisbonne disait on a un appel à 18h08, on a des services de secours qui arrivent à 18h11. Quand il est 18h11 et qu'on arrive sur place, quelles sont les priorités? Comment vous intervenez là-dessus? Alors, il faut bien comprendre, et ça va être un peu lourd, ce sujet, que dans ce genre de situation, on a énormément de victimes qu'on peut pas forcément gérer d'un point de vue humain, donc il va falloir rapidement les classer et sauver qui est sauvable. Je m'explique. Lorsque vous arrivez et que vous avez sur ce genre de situation pour les secouristes des patients qui sont en arrêt cardiaque dans le cadre d'un traumatisme, probablement que c'est pas les premiers que vous allez évacuer. Vous savez qu'ils vont être extrêmement difficiles à réanimer. C'est pas comme un arrêt cardiaque classique, c'est un arrêt cardiaque probablement sur une hémorragie. C'est des patients où vous allez plutôt chercher à récupérer ceux qui sont en train de saigner. On peut leur poser des garrots, les évacuer et dans un second temps, une fois qu'ils ont été évacués, ils vont être transportés à quelques mètres au niveau d'un poste médical avancé où là, généralement, un médecin va faire le tri. Et ce tri va permettre de tout simplement savoir qui il faut envoyer tout de suite aux urgences, enfin, qu'il faut envoyer tout de suite au bloc opératoire, en réanimation chirurgicale. Et parfois, certains vont devoir avoir des gestes sur place, c'est des gestes d'urgence, des gestes qui sauvent, que ce soit pour libérer le poumon, que ce soit pour arrêter un saignement avec un garrot. Ce genre de choses, c'est des choses qu'on réalise sur place. Mais la finalité pour ces patients graves, ça reste le bloc opératoire. Aurel Guedj, vous parliez du poste médical avancé. Là, c'est un accident de funiculaire. C'est donc sur une rue très inclinée. Il y a un hôpital qui se trouve à moins d'1 kilomètre. Quelles sont les difficultés quand on est urgentiste et qu'on doit justement installer ce poste médical assisté sur une zone étroite, une petite rue et inclinée? Alors justement, d'ailleurs, on peut le voir sur les images à gauche de l'écran. On voit que la majeure partie du dispositif de secours est finalement en dehors de cette rue parce que vous ne pouvez pas vous installer. Vraiment, l'objectif, il faut vraiment comprendre que l'objectif des secouristes, des primo-intervenants, c'est de prendre qui est sauvable, d'extirper la personne et de l'emmener à quelques mètres justement sur une place, sur une zone où on a pu mettre en place un dispositif permettant justement de faire à la fois le premier tri, à la fois de stabiliser les patients et ensuite de pouvoir les évacuer vers un hôpital de proximité, comme vous l'avez très justement signalé, un hôpital qui est à 1 kilomètre, mais parfois dans ce kilomètre-là, malheureusement, on a des décès. Ça paraît peu, mais je vous promets qu'en intervention sur ce genre de patients, c'est énorme. Chaque seconde compte, puisque pendant ces secondes-là, vous savez que chez certains de ces patients, ils vont perdre du sang et il va falloir rapidement l'emmener au bloc opératoire. Et ce n'est que le début du chemin. C'est pour ça qu'on a un bilan qui s'alourdit et qui malheureusement est à risque de s'alourdir encore plus. Ludovic Pingano nous rejoint. Bonsoir Ludovic, merci d'être là, consultant de BFM TV en gestion de crise et fondateur du cabinet Astric. Je viens à vous dans un instant. Je voudrais d'abord, avec Elsa et Amélie, donner quelques éléments de contexte ce soir pour bien expliquer je veux dire, à quoi on a affaire. C'est-à-dire que ce funiculaire, Elsa Vidal, c'est l'une des attractions, voire l'attraction la plus touristique de Lisbonne. C'est-à-dire que tous les touristes qui vont à Lisbonne empruntent ce funiculaire de Gloria. Oui, il y a 3 funiculaires à Lisbonne. Lisbonne est une ville vraiment séparée entre la ville basse et des collines. Pour accéder à la ville, quand on est lisboète ou quand on est touriste, plutôt que de monter de très très longs escaliers, on fonctionne avec ces 3 très beaux funiculaires et un très bel ascenseur très Jules Vernesque. Les Français ont d'ailleurs contribué à construire ces installations. Et pour tout voyageur à Lisbonne, on passe par la promenade pour voir Lisbonne de haut, passe par ces funiculaires. Les Lisboètes y sont extrêmement attachés. C'est d'ailleurs aussi dans un des films de Wim Wenders qu'on voit ces funiculaires. Ce sont des personnages à part entière de la ville. Ce qui veut dire que parmi ces victimes, parmi ces 15 morts, il pourrait y avoir, Amélie Rosic, des étrangers? Oui, alors je me base sur les informations de mes confrères portugais de la radio-télévision nationale. D'abord sur les moyens qu'on voit ici sur les images en direct. On a 82 personnels de pompiers notamment et de secouristes qui ont été dépêchés sur place, toujours selon les informations de nos confrères. Et par ailleurs, ils nous donnent aussi des informations sur les victimes. La radio-télévision portugaise explique que 3 femmes ont été conduites déjà à l'hôpital, Aurel en parlait, à l'hôpital São Francisco Xavier.
et l'une d'elles a été intubée. Et par ailleurs, une de ces victimes serait de nationalité sud-coréenne. Il y a également 2 autres blessés qui, eux, ont été conduits à l'hôpital Santa Maria et un autre à San José. Ludovic Pagano, on a encore une fois ces images en direct. Ici, on est désormais quasiment 4 heures après l'accident. Au moment de l'accident, si cet accident était intervenu en France, qu'est-ce qui se passe? Qui prend les commandes? Qui dirige les opérations? Les pompiers? Les médecins? Comment ça se passe? Alors en France, le dispositif qui se met en place, c'est un dispositif qui est prévu et très bien organisé. Il est commandé par un officier de sapeurs-pompiers qu'on appelle le commandant des opérations de secours. Tout un dispositif va se mettre en place et dans ce cas très précis avec de nombreuses victimes, en France, on va déclencher le dispositif ORSEC, Organisation de la réponse de sécurité civile, qui va de façon quasi automatique sous l'autorité du préfet de département organiser les secours. Le commandant des opérations de secours, officier de sapeurs-pompiers, va s'attacher les services d'un directeur des services médicaux qui est un médecin du SAMU ou un médecin sapeur-pompier et va ensuite organiser son intervention avec des sapeurs-pompiers pour des opérations de prise en charge des victimes et des opérations de désincarcération. Aurel Gage, on voit les chiffres qui sont donnés à l'instant par Amélie Rosy, 82 pompiers secouristes. Le nombre est important dans ces cas-là? Il faut bien comprendre que dans ce genre de situation, on essaie d'être il vaut mieux surévaluer initialement plutôt que l'inverse, parce qu'on sait que là, la première problématique, comme on l'avait dit, ça va être d'évacuer les personnes concernées. Il faut bien comprendre que dans le cadre de ce genre de problème où on a un afflux massif de victimes, on a quand même les mêmes problématiques que l'on peut avoir lorsqu'on a des collisions de véhicules, c'est-à-dire qu'on a des patients dans le cadre de la traumatologie, on parle de golden hour. La golden hour, qu'est-ce que c'est? C'est on a 1 heure pour que le patient soit conditionné, stabilisé, transporté en chirurgie. C'est des choses qui sont extrêmement importantes et ça explique la rapidité de déploiement de ce genre de dispositif et la nécessité d'avoir autant de secouristes parce que, quel que soit le patient, il va falloir l'évaluer rapidement, le stabiliser, le transporter. Conditionner, et même avec ça, stabiliser, transporter. On voit qu'à ce stade, il y a au moins 15 morts. Je rappelle que la capacité du nombre de passagers dans ce funiculaire, c'est une 40aine de passagers. Aurel Gage, comment est-ce qu'on arrive à gérer un bilan, comme vous l'avez dit, qui monte aussi rapidement, compte tenu du fait qu'il pourrait y avoir jusqu'à 40 victimes si tant est que le funiculaire est plein? Alors, dans ce genre de situation, c'est pour ça que c'est toute l'importance de centraliser l'information et d'avoir des postes de commandement, puisqu'il faut bien comprendre que dès le début, on va faire des bilans, on va refaire des bilans pour à peu près avoir une idée de la gravité de chaque patient et de savoir la nécessité qu'ils ont de soins. Si par exemple, vous avez 40 patients potentiels, là vous avez dès le début 3 morts, donc vous dites j'ai 37 patients potentiellement qui sont des urgences absolues. Vous faites exprès de surévaluer, vous dites il va falloir donc que j'ai 37 blocs opératoires. Comment je fais, comment je les gère? Et donc il y a toute cette notion de où est-ce que j'envoie les patients, puisque les patients les plus graves, vous allez généralement les envoyer dans les structures les plus proches pour les stabiliser et pour faire un geste d'urgence hémostatique. Et parfois, vous pouvez même vous retrouver dans la situation où le chirurgien sur place stabilise le patient et ne termine pas forcément, enchaîne avec un autre. Parce que l'objectif, c'est réellement d'arriver à sauver le plus de personnes possible, même si on le redit, si on a une capacité de 40 personnes et qu'on est déjà à 15 morts, on comprend que malheureusement, eh bien, le bilan risque encore de s'alourdir et que on est dans une situation où c'est un événement qui est dramatique. Ludovic Pagano. Oui, c'est 40 personnes par funiculaire. Il faut savoir que le dispositif, c'est un système de câbles avec une poulie. Donc, à partir du moment où il y a une rupture du câble, ce sont les 2 rames qui chutent. Et on parle de 40 personnes par rame, mais ce qui est aussi important d'avoir à l'esprit, c'est que la zone est particulièrement appréciée des touristes et que donc les victimes ne étaient pas forcément à l'intérieur des funiculaires, mais on a possiblement des piétons et des personnes qui les attendaient en bas de la pente et qui malheureusement auraient pu être happés par les cabines quand elles ont chuté. Amélie, les toutes dernières précisions concernant le bilan justement. Oui, selon les informations de nos confrères de la radio-télévision portugaise qui se sont fait confirmer les informations par les autorités locales, à ce stade, cet accident a fait 15 morts, 18 blessés, dont 5 dans un état grave et parmi elles, un enfant. Avec nous en direct Stéphane Vogetta. Bonsoir Stéphane Vogetta et merci d'être dans cette édition spéciale sur BFM-TV. Vous êtes ancien député des Français de l'étranger. Vous connaissez très bien Lisbonne, très bien ce funiculaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir des informations qui vous parviennent? Écoutez, bonsoir. D'abord, c'est la sidération. J'étais d'ailleurs moi-même à Lisbonne hier pour des réunions et j'étais sur une de ces nombreuses collines qui
qui constellent la ville de Lisbonne, et des collines qui sont très escarpées. Et c'est pour escalader une de ces collines, pour gravir une de ces collines, qui est justement fait ce funiculaire qu'on appelle l'ascenseur de Gracia, qui est très connu, qui est un symbole de Lisbonne dans le monde entier, et en particulier pour les touristes. Et c'est un funiculaire qui grimpe sur le mirador de San Pedro de Alcántara, qui est un endroit festif, très fréquenté, et pas seulement par les touristes, mais aussi par les Lisboètes, puisqu'il y a beaucoup de bars, de restaurants au sommet de ce funiculaire. Donc c'est vraiment un accident très, très symbolique qui touche le Portugal au cœur. C'est bien pour ça aussi que le président du Portugal, Marcelo, a réagi très rapidement. Et quand on voit les images, évidemment, on mesure la gravité de l'incident. On espère que le nombre de victimes ne va pas augmenter. On apprend à l'instant qu'une journée de deuil national est décrétée pour demain et 3 journées de deuil municipal à Lisbonne donc ont également été décrétées. Stéphane Vojetta, j'allais dire la place de ce funiculaire dans la vie des Lisboètes et dans l'imaginaire du Portugal. En fait, vous savez, quand vous allez à Lisbonne en tant que touriste et vous voulez ramener un souvenir, en général, vous achetez un t-shirt ou un aimant à frigidaire, et en général, c'est l'image qui est sur ce t-shirt ou sur cet aimant, c'est l'image de ce funiculaire. Donc, c'est vraiment très symbolique. Alors, les Lisboètes, dans leur vie quotidienne, ne l'utilisent pas. C'est essentiellement utilisé, fréquenté et surfréquenté par les touristes. Mais en l'occurrence, allô? On a des problèmes de liaison avec Stéphane Vojetta qu'on va essayer de retrouver dans un instant, ancien député des Français de l'étranger. Je le disais, toujours ces images à la gauche de votre écran, images en direct. Donc sur les lieux du drame, ce funiculaire qui a déraillé tout à l'heure à 18h08, heure de Lisbonne. Vous voyez les images à droite prises par les passants avec cette poussière. Évidemment, on voit cette panique. Aurel Guedj, précisément, quand on est urgentiste, qu'on arrive sur une zone comme celle-là, comment est-ce qu'on garde son sang-froid ? Et comment est-ce qu'on arrive à prioriser les choses précisément alors qu'autour, on a le chaos? Alors, première chose, il faut se rendre compte que dans ce genre de situation, en fait, avec l'adrénaline, vous vous rendez pas forcément compte immédiatement de la situation, on va dire, du contre-coup que vous pouvez avoir. C'est plutôt le lendemain où vous l'avez. La première chose, c'est quand vous arrivez sur place, dans ce genre de situation, la problématique qu'il va y avoir, c'est de rapidement arriver à standardiser, protocoler et mettre en place des circuits. Parce que quand on a envie de vouloir bien faire, je sais que spontanément, quelqu'un qui est extérieur à ça se dit non, mais je vais aller directement dans les décombres, sortir quelqu'un, etc. C'est pas ce qu'il faut faire, parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte que la question, c'est une fois que vous avez un patient, on en fait quoi? On le met où? Comment on le stabilise? Comment on fait pour le sortir correctement, etc. Ce genre de choses, c'est des choses qui réellement doivent être faites par des professionnels. Et comme vous l'avez justement dit, en fait, il y a des zones où le médecin ne sert à rien. C'est-à-dire que et sur le lieu où il y a les décombres, moi je sers à rien. Je vais être à quelques mètres justement, puisque le premier. C'est Ludovic Pingano qui intervient dans ces cas-là. Ce sont les pompiers qui interviennent. Exactement. En fait, il y a tout un travail de tri qui est réalisé par les sapeurs-pompiers. Alors d'abord un travail de sécurisation, c'est important ce que dit Aurel, puisqu'on peut pas intervenir n'importe comment. Imaginez que la rame ne soit pas stabilisée, qu'elle risque encore de chuter. Donc il y a tout un travail de sécurisation qui doit être réalisé, et en même temps un premier bilan qui doit être fait pour prioriser la prise en charge de ces victimes qui très rapidement doivent être prises en charge sur le plan médical. Et là, on va commencer à trier ces victimes et les prendre en charge. Les urgences absolues, les urgences relatives, ceux qui seront simplement, pardonnez-moi du terme, en tout cas impliqués psychologiquement, et puis malheureusement ceux qui seront décédés. Information importante, Amélie? Oui, le funiculaire n'était pas vétuste puisque il a été rénové dans le cadre d'une manutention générale en 2022 et la dernière réparation date de la dernière précision ce soir de l'opérateur du funiculaire. Stéphane Vojetta, on vous retrouve à votre connaissance ce soir et des informations qui vous parviennent. Pas de victimes françaises notamment à déplorer ce soir pour l'instant? Alors c'est un peu toujours la première préoccupation des autorités consulaires françaises et de moi-même quand j'étais député de la circonscription, quand il y a ce genre de catastrophe comme on a pu voir aussi à Valence l'an dernier sur les inondations. La première préoccupation, c'est est-ce qu'il y a des Français parmi les victimes? Est-ce qu'il y a des personnes à qui on doit apporter assistance, organiser un lien avec les familles, un accueil pour les familles qui sont peut-être préoccupées? Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas d'informations sur la nationalité des victimes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sont sans doute beaucoup
qui sont impliqués dans cet incident, mais qu'il y a beaucoup de touristes français à Lisbonne. Je vous le dis, j'étais encore hier, et dans les rues à Lisbonne, on parle beaucoup français, et pas seulement pour les Français qui y habitent, mais essentiellement pour les Français qui sont de passage, qui passent quelques jours, et qui, à un moment ou à un autre, s'approcheront et passeront devant ce funiculaire. Donc, il faut attendre les nouvelles des autorités, de la sécurité civile portugaise, des pompiers. On aura des informations, et on ne peut pour l'instant que croiser les doigts. Stéphane Vogetta d'avoir été avec nous ce soir dans cette édition spéciale. Lisa. Aurel Guedj, quand on voit sur ces images en direct l'important dispositif de sécurité, de secours qui est sur place, ça peut prendre des heures, voire des jours. Alors, il faut bien comprendre que lorsqu'on a ce genre de dispositif, finalement, la chose la plus primordiale, c'est la première heure. Pourquoi cette première heure est primordiale? Puisqu'en fait, elle va permettre de sauver le plus de personnes possible. Et ce qu'il y a de dramatique, et on le sait, c'est que passé cette heure-là, lorsqu'on va s'attarder, on va essayer justement de continuer à enlever les décombres, et bien malheureusement, c'est le genre de moment où on découvre des personnes qui sont déjà décédées. Parfois, on a des miracles, mais clairement, dans ce genre de situation, la chose la plus importante, c'est la première heure, puisque dans cette heure-là, on va devoir, être capable d'évacuer le patient. Une fois qu'il a été évacué, de le trier, de le stabiliser et enfin de l'emmener le plus rapidement possible dans une structure adaptée avec un plateau technique nécessaire. Ça peut être de la chirurgie vasculaire, de la chirurgie thoracique. La chance, entre guillemets, même si c'est dramatique, c'est l'aspect où on est dans une grande ville et que donc on peut se permettre de croire que l'hôpital de proximité, ça reste un grand hôpital qui a un plateau technique extrêmement important, puisqu'il est aussi important de rappeler aux gens que 500 mètres ou 1 kilomètre, ça paraît peu en distance, mais je peux vous dire que quand vous avez des patients qui sont gravissimes dans ce genre de cas où vous savez que la seule chose qui peut les sauver, c'est un geste chirurgical, eh bien chaque minute compte et chaque minute paraît extrêmement longue, même pour l'équipe médicale.